Bonsoir à toutes et tous, bienvenue dans 28 minutes. Bonsoir mes camarades. Bonsoir Elisabeth. L'actualité internationale, c'est la pré-ouverture de la 30e conférence sur le climat, la COP30 au Brésil, aux portes de l'Amazonie, où les peuples racines sont les premiers témoins de la déforestation. Tout un symbole, et pour le président brésilien Lula, cette COP30 sera déterminante. Nós não queremos que a COP continue sendo, sabe, uma feira de produtos ideológicos climáticos. Nós queremos que ela seja muito séria e que as coisas que nós decidirmos possam ser implementadas. La COP30 va-t-elle déboucher sur des résultats tangibles, empêchant un réchauffement de près de plus 3 degrés d'ici 2100, alors que les États-Unis, deuxième émetteur de gaz à effet de serre de la planète, n'enverront pas de délégation et que Donald Trump hurle même au canular du dérèglement climatique. À quoi peut servir la COP30 en plein retour de bâton anti-écologiste? Nous en débattrons ce soir avant qu'on vous retrouve, Théophile Cossa et Xavier Mauduit. Alors, on va parler de vin rouge, d'eau, c'est d'eau. assez à queue, vos chroniques. Exactement, le gouvernement envisage de réduire le remboursement des cures thermales de 65 à 15%. La crainte, c'est que les stations thermales boivent la tasse. Dites donc, Elisabeth, ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé de Napoléon III. Tiens donc, voilà. Il sera là. Alors, Théophile. Faut-il interdire la vente d'alcool à la buvette de l'Assemblée nationale? Un rapport le préconise, notamment par souci d'exemplarité. Sauf que, aïe aïe aïe, ça ne plaît pas à tous les députés. Certains disent pas touche à mon ballon de rouge. L'occasion de se demander, la buvette de l'Assemblée nationale, comment ça marche? Et puis qui c'est qui paye, hein? À tout à l'heure. Mais pour commencer, on reçoit le lauréat du prix Renaudot Essai, Alfred de Montesquiou, pour son livre impressionnant sur le procès de Nuremberg de novembre 1945 à octobre 1946, le plus grand procès de tous les temps organisé par les Alliés, où furent jugés 22 dirigeants nazis du Troisième Reich et où la notion de crime contre l'humanité a été introduite pour la première fois. On en parle avec le scribe Montesquiou tout de suite. Alfred de Montesquiou, bonsoir. Je vous présente Anna Ndiaye et Benjamin Sportouche. Bravo Alfred de Montesquiou pour ce prix Renaudot de l'essai, attribué au Crépuscule des Hommes dans la collection Pavillon chez Robert Laffont. Est-ce que vous pourriez expliquer aux gens qui nous regardent et qui sont fort intrigués par la photo de ce Gus qui court de façon comme un possédé? Frénétique. Qui est-ce et vers quoi court-il? C'est Wes Gallagher. En octobre 46. C'est Wes Gallagher, on est le 1er octobre 46. Ouais. Le juge vient de prononcer la sentence, Göring pendu, et il y a 200 journalistes dans la salle d'audience à Nuremberg, et ils veulent annoncer le verdict. Le truc, c'est qu'il n'y a que 4 ou 5 cabines internationales de téléphone. Oui. Et Wes Gallagher, qu'on voit sur cette photo, il gagne, d'abord parce qu'il est jeune et svelte et qu'il court vite, et deuxièmement parce que sa femme, qui est aussi journaliste pour Associated Press, a bloqué la cabine. Elle a déjà ouvert la ligne. N'en dites pas plus. C'est dans votre roman vrai. Et quand on vous lit, on a le sentiment que vous auriez voulu naître il y a 110 ans pour être parmi les 300 reporters et écrivains du monde entier ayant assisté au procès de Nuremberg. Vous me répondez par oui ou par non. Je m'y reconnais. Je me reconnais chez eux. Je les admire, bien sûr. Vous les admirez. Kessel, je les admire. Ouais. Le profil idéal d'Alfred de Montesquiou réalisé par Gaël Legras, tout de suite. Alfred de Montesquiou, dans votre livre « Le crépuscule des hommes », vous évoquez la façon dont les reporters ont vécu le procès de Nuremberg. Alors, comment raconter l'indicible lorsqu'on est journaliste ou écrivain? Pour répondre à cette question, vous avez le profil idéal. Correspondant pour l'agence de presse américaine AP, vous êtes envoyé au Darfour en 2005 pour rendre compte du génocide en cours. J'en ai tiré la conclusion que la justice internationale reste la seule arme dont dispose la civilisation face à une telle barbarie. Vos reportages vous mènent en Irak, en Libye, au Liban, en Afghanistan, en Syrie. En 2021, vous publiez un roman qui se déroule au début de la guerre civile syrienne à Homs, ville bombardée par le régime de Bachar el-Assad. Ce livre essaie de creuser en fait un peu l'abomination du bombardement chimique en tant que crime contre l'humanité. Aujourd'hui donc, vous vous intéressez au procès de Nuremberg. Entre le 20 novembre 1945 et le 1er octobre 1946, 21 dirigeants nazis comparaissent devant des juges américains, soviétiques, anglais et français. Votre livre s'attache au quotidien et aux émotions des 300 personnes qui couvrent l'événement. Parmi eux, des célébrités comme les écrivains John Dos Passos, Joseph Kessel ou la journaliste américaine Martha Gellhorn qui écrit alors « La bouche terrible de Göring arbore ce qui ressemble à un sourire mais n'est en fait que le pli de ses lèvres. Assise à les regarder, je ressentais une telle colère intérieure que j'en étouffais presque de rage. » Vous évoquez la vie en communauté dans le château de Faber où sont logés ses correspondants.
Les soirées où ils s'alcoolisent après avoir été horrifiés par ce qu'ils ont vu et entendu. Et vous mettez en lumière le photographe Ray Daddario ou encore le journaliste allemand Ernst Michel, qui a survécu au camp et dont les parents sont morts à Auschwitz. Parfois, je devais me retenir de bondir depuis les sièges de la presse pour ne pas les agripper et leur hurler au visage. Pourquoi nous faire ça ? Le néologisme de génocide, soit la volonté d'exterminer tout un peuple, émerge lors de ce procès. Et vous précisez, le procès de Nuremberg est le creuset du droit international moderne. Et les images sont issues du documentaire que vous avez réalisé et qui sera diffusé le 18 novembre sur Arte, l'excellente chaîne Arte. Il y a eu une évocation de John Dos Passos, l'écrivain américain, l'auteur de Manhattan Transfer, entre autres, qui a assisté donc et qui a dit « Nous sommes en train d'assister à la puissance du droit d'ingérence supranationale, celui dont nous rêvions pendant la guerre d'Espagne. Oui. » Voilà. Il est l'un des intervenants, l'un des écrivains, l'un des journalistes de cette comédie humaine sur laquelle vous êtes concentré, Alfred de Montesquieu. Oui, c'est le triomphe de l'idéalisme, en fait, le procès de Nuremberg, et Dos Passos le dit. C'est l'une des rares occurrences dans l'histoire où une l'idée de justice, l'emporte sur la violence, sur la dictature et sur l'arbitraire. C'est quand même pas rien, Nuremberg. C'est pas rien, et ça a été un moment absolument historique. Oui. Qui était Marie-Claude Vaillant-Couturier et qu'est-ce que son témoignage, le 28 janvier 1946, a apporté de si particulier au procès de Nuremberg? C'est un tournant, c'est un moment fondamental. Alors, elle est journaliste aussi, d'ailleurs, il faut le savoir, elle était pour Vogue et tout ça, mais elle n'est pas là en tant que journaliste, elle est là en tant que résistante et déportée qui a survécu à Auschwitz. Et c'est la première témoin physique. Jusqu'à là, c'était un procès un peu froid, avec des pièces à conviction ou des films qui ont déjà été un moment sismique, mais ce n'étaient pas des êtres humains. Et elle arrive et elle décrit ce qu'était Auschwitz. Elle décrit des scènes terribles, enfin, les familles envoyées aux chambres à gaz, les enfants brûlés vifs dans les fosses, et son témoignage bouleverse, en fait, vraiment. Et son témoignage est aussi la révélation de quelque chose que Nuremberg, donc le monde, n'avait pas encore compris, qui était la distinction entre un camp de concentration et un camp d'extermination. Il y a un moment, d'ailleurs, de film d'archives, où on voit le juge qui lui dit « Ah, c'est bon, on a entendu assez d'horreur », et c'est le procureur français qui l'a amené à la barre, qui dit « Non, monsieur le juge, vous n'avez pas compris, c'est un concept nouveau dont elle est en train de vous parler. » Falco, le procureur, c'était Falco. Le juge Falco et le procureur Champetier-Dribes. Alors, il y a une profusion de stars du journalisme, mais il y a aussi des petits nouveaux. Un novice en particulier s'appelle Ernst Michel, un jeune Allemand avec quand même un témoignage à la clé. Il est journaliste et il va témoigner. Oui, Ernst Michel, c'est un personnage extraordinaire. Pour ne rien vous cacher, je prépare maintenant sa biographie. Je suis tellement admiratif de ce type, de son parcours, de sa classe. Son parcours, c'est un survivant. Alors, donc, il a 16 ans, presque le jour de ses 16 ans, il est pris par la Gestapo et déporté. Parce qu'il est juif, il est allemand, mais il est juif surtout. Donc, à Mayence, il est déporté. Il va faire 1, 2, 3, 4, 5 camps de concentration qui sont de pire en pire. Jusqu'à Auschwitz. Et le 6e, en février 1943, c'est Auschwitz. Et là, c'est vraiment le dernier cercle de l'enfer. Il va se faire fracasser le crâne par un SS. Il va finir dans le mouroir, c'est-à-dire l'hôpital. Il va survivre. Il va devenir brancardier des services de Mengele. Donc, il va en plus être témoin des expériences de Mengele. Et après, il revient. Toute sa famille est morte. Il est là. Il ne sait pas quoi faire un peu de sa vie. L'armée américaine le récupère, voit qu'il est très intelligent. Oui. Et a besoin, à ce moment-là... Et il est germanophone. Et germanophone, il parle quand même allemand, c'est sa langue maternelle. Et eux ont besoin de dénazifier l'Allemagne. Ils ont besoin que le procès serve aussi à dénazifier l'Allemagne. Mais ils ne savent pas à qui se fier. Ils n'ont pas de germanophone fiable. Et du coup, le type n'est pas journaliste, mais il est intelligent. Et ils disent, toi, bam. C'est ce fameux Ernst. Voilà, et c'est qu'on le voit là. Bombardé journaliste à l'âge de 22 ans. Oui. Là, on parle beaucoup d'hommes. Et qui signent ces articles 10, 49, 95, du numéro tatoué par les SS. C'est quand même... alors, il y a une femme aussi, parmi les journalistes, les écrivains qui viennent, qui témoignent et qui relaient ce qui se passe lors du procès de Nuremberg, Victoria Ocampo, écrivaine extraordinaire, et qui dit... Il n'y a pas de femmes parmi les accusés. Le complot hitlérien était une affaire d'hommes. Est-ce une raison pour qu'il n'y en ait pas parmi les juges? Elle pose une bonne question, n'est-ce pas? Et vous la relayez. C'est une question géniale. Ouais. En fait, donc, elle est invitée, c'est un peu de la com. C'est-à-dire qu'à un moment, le procès s'essouffle un peu et les puissances invitent des stars pour renouveler les journalistes.
les Français, au même moment, invitent Elsa Triolet, qui va faire un article d'ailleurs au Vitriol. Et les Anglais invitent Victoria Ocampo. Et effectivement, Victoria Ocampo dit, est-ce que les femmes n'ont pas été victimes de la guerre? Et est-ce que les femmes ne seraient pas capables de créer la paix mieux que ces vieux barbons, quoi? C'est très frappant. Et c'est pour ça, évidemment, que je l'ai inclus dans le livre et dans le documentaire. On va évoquer avec vous, Alfred de Montesquieu, et avec Anna, le fait que 80 ans donc après ce procès de Nuremberg, eh bien, les États-Unis veulent la peau de la Cour pénale internationale, la CPI. Oui, fin août, les États-Unis, qui ne sont pas membres de la Cour pénale internationale, ont annoncé un nouveau train de sanctions contre 2 juges et 2 procureurs de l'institution. Ils sont accusés d'avoir donné leur aval à l'émission des mandats d'arrêt contre Benjamin Netanyahou et contre Yoav Gallant, l'ex-ministre de la Défense israélien. Mais ils sont aussi accusés d'avoir enquêté sur le personnel américain en Afghanistan. Ils sont donc désormais 9 magistrats à faire partie de la liste des ennemis des États-Unis, aux côtés du procureur britannique de la CPI, Karim Khan. Alors, le chef de la diplomatie, Marco Rubio, s'est justifié en expliquant, je le cite, que la CPI représentait une menace à la sécurité nationale et que les États-Unis continueraient à s'opposer à la politisation, aux abus de pouvoir et aux excès judiciaires illégitimes de cette Cour pénale internationale. Comment vous expliquez, Alfred de Montesquieu, que les États-Unis, qui ont bâti les premières pierres du droit international, soient en train aujourd'hui de le piétiner? Vous avez combien de temps? Parce qu'il y en a pour 3 heures. Hein. Oui. Rapidement. C'est hyper choquant. C'est-à-dire que les États-Unis ont créé... Vraiment, le procès de Nuremberg, c'est vraiment l'œuvre morale et intellectuelle, principalement des États-Unis, il faut le dire. Et aujourd'hui, l'héritier institutionnel direct de Roosevelt et de Truman, qui est Donald Trump, applique ces sanctions. Donc c'est tragique. C'est une trahison, en fait, de la promesse, de l'idéalisme de ce qu'a pu être la première démocratie au monde, qui était les États-Unis. C'est tragique. Et vous rappelez, avec un portrait absolument magnifique, de Robert Jackson, qui était le procureur en chef, vous rappelez qu'il a déploré que le terme génocide, qui avait été forgé par un juriste qui s'appelle Raphaël Lemkin, n'ait pas été inclus dans les condamnations. Mais c'est vrai que ce Robert Jackson a eu un rôle fondamental. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'était un très très proche de Roosevelt. Roosevelt a failli le prendre comme vice-président en 1940. Donc, vu les circonstances, il aurait fini président des États-Unis. Hein. Une dernière question qui n'a rien à voir, Alfred de Montesquieu. Votre vrai patronyme, c'est Alfred de Montesquieu, fait un sac d'Artagnan, c'est une chose. Mais surtout, vous êtes affilié à quelqu'un qui s'appelait Robert de Montesquieu et qui a inspiré un personnage célébrissime dans la littérature mondiale, le baron de Charlus, créé par Proust dans La recherche du temps perdu, le fameux Mémé Guermantes. Est-ce que vous auriez pu écrire comme Laure Murat, qui a écrit il y a 2 ans Proust roman familial, une sorte de Proust roman familial 2, parce que vous aussi, vous avez un lien avec La recherche du temps perdu, écoutez, à travers Montesquieu. Elle l'a admirablement écrit. Je ne l'aurais pas écrit parce que moi, ça ne m'a pas marqué. Vous avez vu, on a résumé mon parcours. Ouais. J'ai voyagé partout dans le monde. Ouais. Le côté franco-français des choses, le monde extérieur m'intéressait plus que Saint-Germain-des-Prés, franchement. Mais j'ai ce dessin chez mes parents. Je trouve que c'est un personnage qui était très amusant, très intéressant. Oui, j'en suis fier. Je suis fier de l'avoir dans ma famille, c'est sûr. Eh ben, j'espère bien, vous pouvez. On en rêve. Hein, et des Esseintes aussi. Hein. On parle beaucoup de des Esseintes, absolument. Robert de Montesquieu aurait inspiré des Esseintes. Mais enfin, moi, je préfère personnellement Mémé. Palamède de Guermantes. Merci, Alfred de Montesquieu, Le crépuscule des hommes, chez Robert Laffont, et donc sur Arte, le documentaire en 2 épisodes au cœur de l'histoire, le procès de Nuremberg. Ce sera diffusé le 18 novembre et sur la plateforme d'arte.tv dès le... Oui, il le sait, c'est à partir du 11 novembre. Merci encore, on passe à notre débat sur la COP30, COP sur le climat qui démarre au Brésil. L'attente est gigantesque car le réchauffement d'ici 2100 pourrait être de plus 2,8 degrés, voire plus 3 degrés, si rien ne change. Comment continuer d'y croire alors que le président du pays, qui est le 2e émetteur de gaz à effet de serre, les États-Unis, eh bien ce président dit entrer en guerre contre le canular du réchauffement climatique. Comment contrer le climato-je-m'en-foutisme? On en parle après la mise au point de Sandrine Le Calvez. L'accord de Paris pour le climat est accepté. C'était il y a 10 ans. Lors de la COP 21, 195 pays parviennent à un accord pour limiter le réchauffement climatique. Il confirme notre objectif central, vital même,
de contenir l'augmentation de la température moyenne à 1,5 degré. Sauf que ce seuil symbolique de 1,5 degré est en train d'être franchi. Les émissions mondiales de CO2, bien que fortement ralenties, continuent d'augmenter. Conséquence, si rien ne change, le réchauffement pourrait atteindre plus 2,8 degrés d'ici la fin du siècle, selon les récentes projections du programme de l'ONU pour l'environnement. C'est bien mieux que les 4 degrés envisagés en 2015, mais pas forcément très rassurant. Comment amener les dirigeants politiques à faire plus d'efforts? C'est l'enjeu de la COP30 qui s'ouvrira lundi au Brésil à Belém, aux portes de l'Amazonie. Le président Lula y a convié dès aujourd'hui une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement. Nous voulons voir s'il est possible d'inaugurer une nouvelle phase de la COP. Assez parlé, il est temps de passer à l'action. Les 4 principaux émetteurs de CO2, Chine, États-Unis, Inde et Union européenne, représentent près de 55% des émissions mondiales. Chine et Inde développent des énergies renouvelables. Les USA, grands absents de la COP30, s'enferment dans un climato-scepticisme forcené. Tandis que les Européens arrivent à Belém avec un accord conclu hier qui confirme leurs engagements au terme de débats houleux et de compromis. Il s'agit d'un accord pragmatique, ambitieux, rapide et flexible. Alors que faut-il attendre de la COP30? Ce format de sommet international est-il encore adapté? Face aux climato-sceptiques et aux températures qui s'emballent, le combat vaut-il encore la peine d'être mené? On va voir ce qu'en pensent nos 3 experts. Yamina Saeb, bonsoir, ingénieure, docteur en énergétique. Vous êtes experte du GIEC. Et selon vous, il est difficile de croire en l'efficacité des COP. Vous ajoutez, pour qu'il y ait de vrais effets, il faudrait, au fond, sortir du système politique et économique tel qu'il est organisé actuellement. À côté de vous, Marine Braud, bonsoir, experte des enjeux environnementaux au cabinet Alameda. Vous avez été conseillère écologie auprès du Premier ministre et du Président de la République française en 2020. La Première ministre. De la Première ministre, pardon, absolument, Madame Borne, et du Président de la République en 2022, Emmanuel Macron. Vous êtes l'auteur de Qui aurait pu prédire? On voit votre essai derrière moi. Selon vous, si les COP ont permis un entraînement massif de tous les pays du monde dans le but d'infléchir la trajectoire du réchauffement mondial, des efforts restent à faire. Il faut accélérer le processus. Et à côté de vous, Ferréol Delmas, bonsoir, directeur général du think tank Écologie Responsable. Vous estimez que les COP permettent de remettre l'écologie au centre des préoccupations et de faire un état des lieux général dans un monde de plus en plus climato-sceptique, et que la COP30 peut rassembler le plus largement possible. Alors, une question quand même, Marine Braud, à vous. On entend de plus en plus que c'est la COP de la dernière chance depuis 2 ou 3 ans chaque année. Est-ce que c'est le cas véritablement? Alors, je dirais même que ça fait à peu près 10 ans, voire plus, qu'on dit que c'est la COP de la dernière chance. Depuis les accords de Paris? Depuis l'accord de Paris, mais même la COP 16 à Copenhague, qui avait été un échec pour le coup, était la COP de la dernière chance. On est toujours sur la COP de la dernière chance. Vous allez nous citer Jacques Chirac, la maison brûle. La maison brûle et nous regardons ailleurs, tout à fait, il y a beaucoup de choses. Donc c'est toujours la COP de la dernière chance. Après, là où c'est vrai, c'est que dans tous les cas, chaque demi-degré de réchauffement qu'on n'aura pas, et c'est des morts évitées, c'est des dégâts qui sont évités. Donc dans tous les cas, il ne faut jamais abandonner le combat. Oui. Et il y a urgence, parce que le chiffre du jour, c'est les émissions de gaz à effet de serre qui continuent d'augmenter, plus 2,3% en 2024 par rapport à 2023, un chiffre du Programme des Nations Unies pour l'environnement. Et cette année 2025, ça vient de tomber, devrait être la 2e ou la 3e plus chaude jamais enregistrée. Yamina Saeb, comment vous expliquez, vous, ce retour en arrière? C'est tout à fait normal, parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Nous n'avons aucune politique climatique qui vise les causes du changement climatique. Toutes les politiques que nous avons visent les symptômes du changement climatique. Et tant qu'on ne changera pas de braquet, les émissions vont continuer à augmenter. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les politiques climatiques, c'est un peu comme une personne qui aurait une tumeur de la peau. Elle va voir son médecin et il lui donne une crème pour cacher la tumeur. Les politiques climatiques, c'est la crème que nous avons. Est-ce que cette personne va survivre? Vous connaissez la suite. Si on traduit ce que vous dites, vous pensez qu'il faut décroître et vous êtes plutôt pour une forme d'anticapitalisme, puisque le capitalisme, la prédation est à l'origine de ce qui nous arrive. Alors, il faut changer de modèle économique, parce que le modèle capitaliste, c'est ça qui nous a amenés ici. Ça ne veut pas dire qu'il faudra aller vers de la décroissance. Il faudra discuter il faudra inventer un nouveau modèle économique mondial. Ferréol Delmas, vous êtes d'accord avec ce diagnostic de Yamina Saeb? Je pense que sur le diagnostic, on va tous être d'accord, c'est qu'il y a un réchauffement climatique, qu'il faut s'y attaquer. D'un point de vue de la COP, c'est quand même très intéressant. Bon,
voilà, c'est officiel, je suis de droite, c'est qu'au départ, il y avait les COP, et c'était plutôt les formations de gauche qui étaient très pro-COP et qui voulaient qu'on participe aux COP. Et aujourd'hui, il y a une évolution, c'est que moi j'ai participé à la COP 15 sur la biodiversité, c'est le même fonctionnement. Et c'est les structures de gauche qui bloquaient la COP justement pour alerter sur le fait qu'il y avait du réchauffement climatique et que les COP pouvaient ne servir à rien. Et donc il y a un peu une évolution aussi. Et c'est pour ça que les COP ne servent pas à rien, parce que ça permet aussi de mettre dans le débat certains sujets. C'est-à-dire que la preuve, on en parle ce soir. Et ça permet aussi tous les acteurs de prendre part au sujet. Mais pourquoi vous politisez? C'est-à-dire que vous pensez que la gauche a pénalisé, c'est-à-dire elle a été trop ambitieuse et du coup elle a freiné le changement? Je dis juste qu'en fait, il y a une évolution qui prend aussi plus de temps. La droite a pris plus de temps à arriver sur ce sujet-là. Et on voit par exemple que Christophe Béchu, qui était ministre de l'écologie, a mis en place des COP régionales, alors qu'auparavant, il y a des années avant, la droite était contre les COP. Donc il y a aussi une évolution. Et donc ça montre aussi que tout le monde s'accapare le sujet, que ça peut pas prendre plus de temps aussi, mais voilà. Marine Braud. Je suis un peu gênée par le concept de savoir si les COP sont de droite ou de gauche, parce que pour moi, c'est pas le sujet. Son ni de droite ni de gauche, c'est juste une évolution de la population. Ce que la COP a permis de faire, en tout cas ce que la COP 21 a permis de faire, c'est de créer cet endroit où tous les États du monde se disent très régulièrement, on se remet autour de la table, on prend nos engagements, on les additionne ensemble et on voit si ça nous permet d'atteindre notre objectif. Pour le moment, clairement, ça n'est pas suffisant, mais au moins on a cet endroit où tous les États reviennent régulièrement. Et là, heureusement, l'Union européenne vient d'adopter sa nouvelle contribution nationale plus ambitieuse pour envoyer ce signal que, justement, on continue à accélérer. Ça vient de tomber, Yamina Zaheb, vous n'êtes pas d'accord avec ça? Est-ce qu'il y a du mieux quand même? Mais apparemment pas. Non, il y a un recul. L'Union européenne, on a un objectif de neutralité carbone pour 2050 qui ne prend pas en compte nos émissions passées, cumulées. Le changement climatique, c'est dû à l'accumulation des gaz à effet de serre. Donc nous avons une responsabilité historique qui n'est pas du tout prise en compte dans notre objectif de neutralité carbone de 2050. Déjà, quand on parle neutralité climatique ou carbone, ça veut dire qu'on pensait à intégrer, on avait déjà intégré des émissions négatives avec des technologies que nous n'avons pas, des sous-sols que nous n'avons pas pour enterrer nos émissions. Yamina, oui, pardon. Mais c'est moins 37% quand même, les gaz à effet de serre en Europe en 2030. Mais il faut comprendre pourquoi. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Il n'y a pas eu changement de système économique. Après, là, ce qui vient de se passer, je pense, en Europe, est très grave. C'est un retour en arrière. Non seulement on n'était pas ambitieux au départ, mais ce qui vient de se passer, c'est qu'ils viennent de se mettre d'accord sur l'objectif pour 2035, pour notre feuille de route à soumettre dans le cadre de la COP. Et cet objectif-là, il va être atteint. Ils ont réussi à obtenir un accord en acceptant d'intégrer les marchés carbone dedans. Donc, une partie des émissions, c'est de la compensation qui va aller se faire ailleurs. Donc ça c'est un retour en arrière dans la conception européenne de nos objectifs. Est-ce qu'on manque d'ambition ou pas en Europe? Alors, on manque d'ambition. Et moi, il y a un sujet que je trouve hallucinant et dont on ne parle pas, c'est la question de la migration écologique. C'est-à-dire qu'avec le réchauffement climatique, comme on disait, chaque degré de plus, chaque centième de degré de plus, c'est des endroits dans lesquels il va faire plus chaud, il y a une désertification de certains espaces, donc il y a plus de migrants climatiques qui arrivent. Donc Donald Trump, par exemple, qui est un président qui vient dire... de droite. Oui. Par exemple, Donald Trump qui refuse de venir... allez-y, mais Donald Trump qui refuse de venir à une COP dans laquelle on va parler justement de ce sujet qui est quand même fondamental pour l'avenir de son pays. C'est très bien de vouloir mettre des barbelés autour de son pays, sauf que si le problème à la source n'est pas réglé, en fait, c'est un peu hallucinant et c'est très décevant. Vous vouliez juste réagir sur le manque d'ambition ou pas? Exactement, je voulais réagir notamment sur la partie qui a été donnée. Alors c'est un peu technique tout ce dont on se parle, mais l'Union européenne a adopté là une cible en se disant il y a une part qu'on va faire nous et il y a une part effectivement qui va être de la compensation dans d'autres pays. C'est-à-dire qu'on va racheter des crédits carbone à d'autres, pour l'Italie notamment. Voyez-le différemment. On va aider d'autres pays à se décarboner. Parce que évidemment, on est aujourd'hui, nous on a une responsabilité historique et c'est très vrai, mais l'Europe aujourd'hui n'est plus l'un des premiers, est toujours l'un des premiers émetteurs, mais n'est plus dans les trois premiers. On le voit là. Et donc, il y a vraiment un enjeu crucial de finance aussi Nord-Sud et d'aider tous les pays en développement à se développer sur des trajectoires qui sont moins carbonées que celles que nous, on a eues. Il ne s'agit pas d'aider les pays en développement. Il s'agit, l'atmosphère, il faut comprendre que le budget carbone, c'est comme un gâteau, un cake. On a déjà mangé, nous, les pays industrialisés, à peu près les 3/4 du cake. Il reste un petit peu moins d'un quart à se partager tous entre maintenant et la fin du siècle. Donc c'est déjà une question morale vis-à-vis de nos enfants. On oublie les pays du Sud. De toute façon, on ne s'intéresse pas trop au Sud. Donc vis-à-vis de nos enfants déjà, il n'y a pas suffisamment, il n'y a plus de place dans l'atmosphère pour nos émissions au rythme auquel... malgré les efforts qui sont faits, malgré la progression, malgré toutes les politiques qu'on met en place. Parce que les politiques que l'on met en place, encore une fois, c'est de la crème pour une tumeur de la peau. Alors,
Justement, Donald Trump, vous en parliez, Ferro Damas, ça ne va pas vous faire plaisir, Yamina Saeb, il ne cesse d'afficher son climato-scepticisme, pas plus tard qu'hier encore. Écoutez le président américain. Anyone ever heard of the Green New Scam? Remember the old thing, global warming, and then it would be too cool? So they came up with the greatest, climate change. No matter what, if it goes up, if it goes down, climate change. But my policy was very simple. Drill, baby, drill. We're drilling like crazy right now. Oui, on creuse pour trouver du pétrole, des énergies fossiles. Ferrol Delmas, quand vous entendez ça, vous dites qu'on est quand même sur la mauvaise voie, qu'on n'y arrivera pas avec un président américain comme ça, ou il y a quand même des initiatives individuelles qui compensent. Alors, il y a des initiatives individuelles qui compensent, ça compense toujours. Après, le problème, il est quand même plus global. C'est-à-dire qu'on a toujours opposé les politiques d'atténuation et les politiques d'adaptation. Alors qu'il faut les deux. Une politique d'adaptation, ça veut dire, demain, on n'aura plus assez d'eau, comment on commence à désaliniser l'eau de mer, par exemple. Atténuation, ça veut dire comment on arrive à lutter de manière efficace contre le réchauffement climatique en prenant le problème à la racine, c'est-à-dire à la pollution, à la décarbonation de la société. Vous êtes ce qu'on appelle un technosolutionniste ? Alors non, parce que technosolutionniste, ça veut dire le progrès technique. La désalination sur l'eau de mer, ça rentre dans ça rentre dedans, mais en fait, c'est le vrai problème du sujet, c'est qu'on passe son temps à dire il y a d'un côté les technosolutionnistes et des autres les décroissants. Alors qu'en fait, le sujet est beaucoup plus global parce qu'il faut à la fois désaliniser l'eau de mer parce que s'il n'y a plus d'eau, voilà, et si l'innovation peut le permettre, mais en même temps, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas penser à des solutions pour adapter nos sociétés et par exemple à la décarbonation. Marine Brault, sur les États-Unis, parce qu'on se dit qu'il y avait un leadership aussi américain-européen, aujourd'hui il n'y en a plus, c'est ça aussi qui manque pour entraîner le monde ? Alors, c'est sûr que le monde dans lequel Donald Trump essaye de nous amener, cette espèce de monde un peu orwellien, où certaines choses n'existent pas, où la science est remise en cause en permanence, est un danger. Et c'est un danger qui est d'autant plus important qu'il peut en inspirer d'autres. Et qui peut inspirer des gens pour se dire en fait, c'est pas si important, on va refaire autre chose. Et effectivement, on va rester dans un système qu'on n'essaye pas du tout de rénover. Quand au cours de son premier mandat, il y avait eu vraiment un mouvement de résistance avec des États américains, des entreprises qui s'étaient engagées quand même. Ce mouvement-là, on le voit moins ici. Malgré tout, pour le moment, on ne voit pas de recul chez les grands émetteurs, chez la Chine, chez l'Union européenne. Donc, on peut espérer que ça tienne... De recul dans les engagements, vous voulez dire, par rapport à leurs engagements. On peut espérer que ça tienne le temps de son mandat et il y aura peut-être quelqu'un de plus engagé ensuite. Vous partagez le prudent optimisme de votre voisine ? Moi, je ne suis pas très optimiste. Mais point de vue leadership. Aujourd'hui, il faut reconnaître une chose. Sur le plan des technologies, le leadership est chinois. Oui. Il n'est ni européen ni américain. Ça, c'est over pour nous. Et les Chinois ont fait un gros travail tout de même. Ils ont fait un gros travail. Mais ils travaillent que sur la partie production. Ils ne travaillent pas sur la partie réduction de la demande. Et tant qu'on ne travaillera pas sur la réduction de la demande, on ne va pas y arriver. Donc, ce sont les premiers émetteurs de gaz à effet de serre de la planète et ils ouvrent une mine de charbon par semaine. Donc, ce sont les premiers émetteurs parce que c'est aussi là-bas que tous nos produits sont produits là-bas. Une grande partie de nos produits viennent là-bas. Ils ne réduisent pas la demande parce que nous-mêmes sommes les premiers consommateurs et de leurs produits. Donc le problème est aussi européen là-dessus. Je voudrais juste souligner quand même que la Chine, c'est une question de compétitivité économique. C'est-à-dire que la Chine, ils se disent qu'ils ont loupé le virage de la révolution industrielle du 19e siècle et qu'ils ne louperont pas le virage de la révolution des technologies du 21e siècle. Et ça, c'est l'Union européenne qui est en train de le louper en hésitant, en revenant en arrière sur le Green Deal, en se posant la question de est-ce qu'on interdit ou pas la vente de véhicules thermiques neufs en 2035. Et on est en train de perdre cette bataille-là de compétitivité et de souveraineté sur les technologies vertes. Attendez, vous allez réagir, mais à propos de ces paradoxes intéressants et problématiques, on va évoquer avec vous, Anna, le Brésil, qui est le pays hôte de la COP30, qui est tiraillé justement entre la lutte contre le réchauffement climatique et la course au pétrole. Ben oui, c'est assez paradoxal parce que d'un côté, le Brésil n'a jamais autant fait baisser ses émissions de gaz à effet de serre qu'en 2024, grâce notamment au recul de la déforestation. Regardez, moins 11% en un an, avec un objectif pour 2030 encore plus ambitieux, c'est-à-dire éradiquer totalement la déforestation. C'est ce qu'a rappelé la ministre de l'Environnement brésilienne. Mais d'un autre côté, le Brésil, qui est le 8e producteur mondial de pétrole, a donné son feu vert à un projet d'exploitation minière en Amazonie, au large de l'Amazonie, de quoi faire hurler les écologistes qui, eux, dénoncent un sabotage juste avant l'ouverture de cette COP. Le président Lula, lui, se défend. Pour lui, le monde n'est pas prêt à vivre sans pétrole, et il l'a d'ailleurs encore rappelé il y a quelques jours. Et en plus, il ajoute que cette manne financière
qui représente quand même près de 45 milliards de dollars en 2024, servira à financer la transition écologique et développer des biocarburants et de l'hydrogène vert. Ce sont ces arguments. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vouloir lutter contre le changement climatique et en même temps ne pas réussir à se passer du pétrole, c'est le dilemme auquel sont confrontés de nombreux pays, à l'image du Brésil. Yamina Saeb. Oui. Je reviens à mon point de départ. Dans le système économique tel qu'il est organisé aujourd'hui mondial, il n'est pas possible de lutter contre le changement climatique. Ça, c'est un fait. Il y a beaucoup d'études maintenant qui convergent vers la même conclusion. Alors, qu'est-ce que vous dites à Lula, qui dit, voilà, grâce au pétrole, je finance les énergies. Il dit ça, bien sûr, c'est un pays en développement, c'est un pays BRICS, qui a besoin d'argent pour financer. Lula tout seul ne peut pas résoudre le problème. C'est un problème mondial. Et c'est pour ça que si on reste dans le système mondial tel qu'il est organisé, mais ce n'est pas juste ce que Lula a fait, la même chose se produit dans tous les pays du monde. Sachant que vous prenez les États-Unis, par exemple, qui est le premier producteur de pétrole aujourd'hui ? C'est les États-Unis d'Amérique. Ferrol Delmas sur ce paradoxe. Alors sur le paradoxe, déjà juste pour rebondir sur la déforestation, ce qui était très intéressant, c'est que, je ne sais pas si vous avez vu passer l'information, mais pour installer la COP, on a quand même déforesté plusieurs dizaines de milliers d'hectares autour de Belém pour faire passer une autoroute, l'autoroute de la Liberté ou l'avenue de la Liberté. Non, je crois que c'est une fake celle-là. Alors non, l'autoroute a vraiment été faite et le Brésil a dit que ce n'était pas fait pour la COP. Bon, après, à proximité de la COP... Voilà, sur cette capacité à vouloir sortir des énergies fossiles et ne pas y arriver. On se rappelle quand même qu'à la COP 2028, il y avait cette volonté, le mot d'ordre, c'était il faut sortir absolument des énergies fossiles. Sortir des énergies fossiles, en France, ça veut dire sortir surtout du pétrole. Et c'est une question de souveraineté. Lors de la COP 28. Lors de la COP 28. Mais du coup, il faut trouver une alternative. Et l'alternative, c'est comment on développe d'autres modèles de déplacement, notamment. Et ça peut être le cas du lithium. Par exemple, le lithium avec des batteries électriques, c'est peut-être une solution. Alors forcément, on va ouvrir des mines de lithium dans l'Allier, on va ouvrir des mines de lithium dans... déjà, on a du lithium en France. Donc avant d'aller en Afrique, on peut déjà aller en France. Parce qu'on a du lithium dans l'Allier, on a du lithium dans l'Hérault. Mais forcément, ça pollue, mais en même temps, c'est ce qui nous permet d'utiliser des énergies vertes après. En fait, moi, je ne crois pas à l'écologie du grand soir. Je ne crois pas au fait qu'on va changer du jour au lendemain le système et que, du coup, on va y arriver. Effectivement, la part du gâteau restant pour rester sous les 1,5 degrés, et plutôt même sous les 2 degrés aujourd'hui de réchauffement, elle est toute petite et on va très probablement la dépasser un peu. Mais dans tous les cas, il faut faire avec le système qu'on a. Et le système qu'on a aujourd'hui, effectivement, il est encore un peu basé sur des énergies fossiles, sur du pétrole. On ne peut pas en vouloir au Brésil d'utiliser cette manne financière-là. Donc vous êtes pour un mix énergétique, et à la fois des énergies fossiles alors, il faut un mix énergies énergétique, il faut décroître au maximum des énergies fossiles, organiser cette sortie-là. Je vous rappelle quand même qu'en France, on est le premier pays à avoir adopté une loi pour interdire l'exploitation d'hydrocarbures en France, ce qui ne coûte pas très cher parce qu'on n'en exploite pas beaucoup. Il n'empêche qu'aujourd'hui, Manuel Valls, ancien ministre des Outre-mer il y a quelques mois encore, voulait rouvrir des mines, enfin pas des mines, voulait rouvrir des exploitations pétrolières au large de la Guyane. Donc même chez nous, qui n'en avons pas besoin, ça peut causer des débats. Donc on peut imaginer au Brésil. Ferrol Delmas, à propos des COP qui sont annuelles, la nouvelle ministre de la Transition écologique, enfin la ministre, Monique Barbu, s'interroge, c'est pas nécessaire peut-être tous les ans, sur un plan écologique et puis même sur un plan politique. Il faudrait les espacer. Alors déjà, ce qu'il faut que tout le monde comprenne, c'est qu'il y a 3 COP. Il y a la COP climat, la COP biodiversité et la COP désertification. Je sais que la COP, moi, je suis allée à la COP biodiversité une seule fois et c'est tous les 2 ans, donc on peut peut-être mettre 2 ans. Après, je suis pas sûre que par rapport au climat, elle est annuelle. C'est trop ? Ça ne sert pas à grand-chose, en fait. Mais pas grand-chose. Mais alors, qu'est-ce qui servirait, Yamina Saeb? L'avantage, c'est qu'on en parle. Il faudrait une COP des peuples. Mais c'est quoi une COP des peuples alors, une COP des peuples, ça serait... Parce que là, ils vont vous dire qu'il y a une COP des peuples parce qu'il y a des organisations, des associations, des ONG. Non, il n'y a pas le peuple. Il n'y a pas les peuples. Il n'y a pas les peuples. Il n'y a pas les peuples, c'est les gouvernements qui décident, qui négocient. Après, normalement, les gouvernements sont démocratiquement élus. Et donc, pas tous, mais normalement, ils sont censés représenter leur peuple. Non, même on prend le cas, vous avez cité la loi sur la loi Nicolas Hulot. Cette loi-là, dès le départ, elle n'était pas très ambitieuse, mais en plus, sous la pression des lobbies, sous la pression de Vermillon qui avait envoyé une entreprise canadienne qui avait menacé la France, ils ont rallongé, en fait, c'est jusqu'en 2045, je crois. Donc, en fait, la fameuse exploitation, au lieu de l'interdire, c'est acté que c'est jusqu'en 2045. Vous imaginez, dans un pays où le sous-sol est pauvre, à part ce qu'il y a en Outre-mer. Donc, et c'est une démocratie, la France. C'est la preuve du contraire. Donc, du coup, il faudrait
faudrait sortir de... Parce que les gouvernements sont... Le lobbyisme de l'industrie est beaucoup trop important. Par contre, le lobbyisme de l'industrie vis-à-vis des peuples, alors, pour le moment... Vous évoquez, Yamina Saeb, les peuples. On va regarder une archive, peut-être que ça va rencontrer votre désir. Des conventions citoyennes. Hein. C'était l'idée de confier la lutte contre le changement climatique, non pas aux États, mais aux citoyens. Et ça a été le pari de la Convention citoyenne pour le climat en 2019. C'est notre archive. C'est le 3e week-end que Grégoire Frati consacre à la Convention citoyenne pour le climat. Et dès le début, il affichait ses ambitions. Pour nous, il serait très important que ça passe par un échelon référendaire, que nos actions soient vraiment importantes et un vrai impact sur les gens. Cette convention citoyenne, c'était une des réponses du gouvernement après la crise des Gilets jaunes. Et l'une des leaders du mouvement était hier auditionnée. Priscilla Ludowski se dit satisfaite par cette nouvelle formule. C'est une des choses qu'on avait proposé à François de Rugy quand on l'a rencontré. On lui avait demandé de créer une assemblée citoyenne. Donc c'est une réponse partielle. C'est intéressant de voir des gens travailler comme ça sur des mesures qui normalement relèvent que des institutions. C'est pas commun, c'est inédit. Marine Brault, c'est une alternative valable au COP pour vous ? Les conventions alors, une alternative, non. Dans tous les cas, c'est deux processus qui sont très différents. Moi, je pense que les COP, il faut continuer. Alors, tous les ans, ça, je ne suis pas sûre, effectivement. Pour le moment, on a un processus où, en fait, on fait un point sur on en est où de nos engagements. Un bilan par rapport à l'année d'avant, c'est exactement, ça. On fait un bilan tous les 5 ans et on rehausse au fur et à mesure. Donc, en fait, on pourrait espacer. Mais pour répondre à votre question sur les conventions citoyennes et autres, en fait, tout le monde a besoin d'agir. Et on a souvent ce côté où les citoyens attendent des États d'agir, les États disent oui mais mes citoyens veulent pas, et au milieu de tout ça, les entreprises regardent les autres en disant c'est aux autres d'agir. En fait, on a tous notre part à faire, et donc les conventions citoyennes peuvent commencer à amener ce type de mesures, et chacun a sa part à prendre. Pardon, mais Ferrel Delmas, est-ce qu'on ne fait pas le procès un peu rapide des COP ? C'est là aussi où c'est des grandes routes où des associations se sont retrouvées, où des consensus se sont trouvés, en 2015 notamment. Est-ce que d'un coup, parce que ça ne marche pas assez bien, on veut tout balayer ? Moi, je trouve que les COP, il y a deux intérêts. Il y a le premier intérêt, c'est que c'est un moment de diplomatie environnementale. Donc, les pays du monde entier se retrouvent, ce qu'ils ne font pas tous les jours. Ils peuvent discuter des sujets et ça permet aussi de cranter les sujets, de dire ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, et ça permet aussi d'alerter, puisque tout le monde peut voir les avancées et les reculs. Donc il n'y a pas que les lobbies dans les COP. Bien sûr que non, il n'y a pas que les lobbies. Bon, non, parce qu'il y a une affaire. Mais c'est ce que les lobbies veulent. D'ailleurs, c'est pas dans les COP. D'ailleurs, c'est des lobbies au sens. Le plaidoyer est une forme de lobby. C'est juste que c'est un lobby. L'intérêt commun, c'est pas la même chose. Il ne faut pas comparer les gens qui font de l'advocacy pour l'intérêt commun avec les lobbies industriels. Qui discutent, qui dialoguent. Et qui voilà, moi je n'ai pas de part dans des lobbies. C'est un dialogue. Mais c'est un dialogue avec différentes parties prenantes qui est à côté de celui des États. Il n'y a pas à dialoguer avec ceux qui font du profit sur la fin de la vie sur Terre. Et comment les convaincre si on ne dialogue pas avec eux ? Il faut une action politique. J'aimerais juste revenir sur la Convention citoyenne. C'était une expérience intéressante, mais qu'a été le résultat à la fin ? Qu'est-ce que le président de la République en a fait ? Rappelez-nous. Il l'a enterré. Il a enterré. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a rien dans la Constitution française qui imposerait au gouvernement et au président de la République de prendre en compte les conclusions de la... Donc, sans changement de Constitution, en fait, de politique, très bien. On ira nulle part. Ah bah écoutez, voilà, c'est la conclusion de ce débat. Merci. On fera le match retour à la fin de la COP sur une note positive. Merci à tous les trois. On va rester assis. On va rester dans l'actualité maintenant, vue par Xavier Maudieu et Théophile Cossin. On va évoquer les stations thermales qui sont au régime sec ou qui risquent de le devenir. Et la buvette de l'Assemblée nationale qui est à Paris et qui pourrait être à la veille d'une révolution, elle aussi. Mais d'abord, le mot vedette du jour, c'est favela, bidonville en portugais, car une opération de police a fait 121 morts fin octobre dans 2 très grandes favelas au-dessus de Rio. C'est entendu. De favelas du nord de Rio de Janeiro. Une opération policière dans les favelas. Dans les favelas de Rio. Qu'est-ce que ça veut dire ? Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mots vedettes. Favela, nom portugais d'un petit arbuste brésilien connu des botanistes sous le nom de Cnidoscolus quercifolius, devenu nom commun au XIXe siècle, désigne les bidonvilles de Rio de Janeiro et par extension d'autres villes du Brésil. Le 28 octobre, un raid policier anti-drogue dans 2 favelas de Rio est devenu le plus meurtrier de l'histoire du pays. Décidé par le gouverneur local extrême droitier, l'assaut de 2500 forces de l'ordre contre les narco-hiérarques du Commando Vermelho a floqué le bitume d'au moins 121 cadavres multi-perforés, certains possiblement exécutés, dont un décapité et exhibé. Le précédent record national du genre raid policier létal s'était établi pendant le Covid à 28 morts.
En 1897, lors de la guerre de Canudos, l'armée brésilienne tue les 3/4 d'une communauté de 30 000 membres soupçonnés de conspiration monarchiste. La castagne a lieu sur une colline couverte de favelas. Et de retour à Rio une fois démobilisés, les soldats sont parqués en périphérie dans le même type de colline, lieu qu'ils surnomment Morro da Favela. Depuis, Rio compte 1 millier de ces quartiers populaires autoconstruits. À la Rocinha, reine des favelas, l'association locale de résidents comptabilise 170 000 habitants, soit une densité de 118 000 têtes au kilomètre carré, 22 fois la moyenne municipale. À l'échelle du pays, les favelas hébergent 8,1% des Brésiliens. Construites dans l'anarchie architecturale, traversées de cloaques à ciel ouvert, les favelas sont des enclos à misère où prospèrent violence, ségrégation ou tuberculose. À la Rocinha, aux 3/4 non blanches, le taux d'incidence de la maladie est 10 fois supérieur au reste du pays de la samba. Et tout le monde sambalek. Merci Thibault Nolte. Le retour de Théophile Cossa et de Xavier Mauduit, c'est liquide, vos deux chroniques aujourd'hui. Hein? Vraiment. Véritablement. Alors Xavier, ben oui, le gouvernement souhaite réduire encore le remboursement des cures thermales par l'assurance maladie. Ça serait seulement remboursé à la hauteur de 15% au lieu de 65% actuellement. Et nous allons sous Napoléon III. Oui. À Vichy, Elisabeth. Le 4 juillet 1861, l'empereur Napoléon III arrive à Vichy. C'est le premier séjour impérial dans cette ville parce que Napoléon III, mais comme tous ses contemporains, enfin en tout cas les plus fortunés, prend les eaux. C'est comme ça qu'on fait. Alors prendre les eaux, c'est une pratique qui est à la fois thérapeutique et mondaine. Napoléon III fréquentait la station de Plombières, sublime station thermale des Vosges, mais là ça change parce que Vichy est à la mode. Et puis Napoléon III sait qu'il va y trouver des proches. Alors il y a son demi-frère, le duc de Morny, il y a son ministre de confiance, Eugène Rouher, et puis il y a plein d'autres gens. D'ailleurs, la venue de Napoléon III fait que les grandes figures de la bonne société sont à Vichy. Et dans cette histoire, il ne faudrait pas non plus oublier l'eau qui est très bonne pour la santé, bien sûr. D'accord. Alors, une cure très rigoureuse, suivie méthodiquement. Ouais, vite fait. Hein. Non, parce que c'est genre un demi-verre d'eau comme ça, le matin à la source de l'hôpital, bon, dans la journée un peu plus tard, au Célestin, un petit verre peut-être, ou alors à la Grande Grille, quelques bains aussi, donc vous l'avez compris. C'est pas un régime sévère pour Napoléon III. C'est comme ça, vite fait. Non, c'est très, très mondain. Napoléon III fait construire des chalets, sublimes chalets, pour lui, pour son entourage. Il y a un chalet pour l'impératrice également, parce que l'impératrice Eugénie est présente. Il faut imaginer la proximité avec la population. On les voit comme ça, le couple impérial qui se balade. Coucou, l'empereur, l'impératrice. Quand sans arriver le coup de théâtre. Un chien surgit dans cette histoire en 1863, en juillet évidemment, parce que c'est toujours en juillet qu'ils y vont. Un chien traverse comme ça, fonce sur l'empereur et lui fait la fête. Oui. Alors tout le monde se dit, mais il vient d'où ce chien? Il vient d'où? Elle est là, Marguerite Bélanger. Elle est à Vichy. C'est la maîtresse du chien. C'est la maîtresse de l'empereur aussi. L'impératrice est humiliée, crise dans le couple impérial. Alors, je vous rassure, ils se réconcilient. En tout cas, vous voyez, durant le Second Empire, il y a plusieurs voyages de l'empereur et de l'impératrice à Vichy, avec quand même un détail assez sombre dans cette histoire, parce que le médecin de l'empereur à Vichy, le docteur Alquier, est très, très content de son impérial patient. Il peut le garder. Et il ne veut pas voir que l'eau particulièrement minérale de Vichy, prise en petite quantité, a des effets particulièrement négatifs sur la maladie dont souffre l'empereur, c'est-à-dire des calculs rénaux, la maladie de la pierre, dont Napoléon III meurt en 1873, c'est-à-dire après la chute de l'Empire. Mais le médecin aurait dû le voir, ça, que le mal empire. Et comment s'appelait le chien? On ne le sait pas, ça ne le dit pas. Pastille. Le chien de Napoléon III s'appelait Nero, mais le chien de la maîtresse, on ne le sait pas. Pastille Vichy. Alors, Théophile, une histoire d'eau, de gros rouge, de jaja, enfin bon bref, les députés vont peut-être être privés de leur buvette. Ouais. C'est quoi l'histoire de la buvette de l'Assemblée nationale? Oui, la buvette de l'Assemblée nationale, on va la voir, regardez-moi cette belle buvette au Palais Bourbon à 15 mètres de l'hémicycle. On s'y verrait bien là, après l'émission pour aller boire un petit coup dans ce décor Art Nouveau, accoudé au bar recouvert de marbre vert. 20h45 en plus, c'est bientôt l'heure. Oui, sauf que malheureusement, les amis, on n'est pas conviés. Lieu strictement réservé aux députés, ministres et à leurs collaborateurs. Ils peuvent prendre le café, grignoter un morceau et boire un petit coup. De la bière, du vin
voire plus. Oui, mais ça, c'est peut-être bientôt fini, car le député de gauche Emmanuel Duplessis vient de publier un rapport qui dit, en gros, stop l'alcool à la buvette. Il n'a pas dû se faire que des copains dans l'hémicycle, rapport qui intervient alors qu'on cherche à faire des économies pour le budget 2026. Et ce qui gêne M. Duplessis, c'est que certes, ces consommations à la buvette, elles ne sont pas gratuites, mais elles peuvent être payées par les députés avec leur enveloppe de frais de mandat, comprenez, défrayés, remboursés par l'argent public. Ça représente beaucoup d'argent ? Alors, pas tant que ça, en vérité. L'alcool à la buvette, c'est en gros 100 000 euros de recettes par an, rien par rapport au budget de l'Assemblée nationale, environ 600 millions d'euros. Si on le rapporte au nombre de députés, ça fait moins de 20 euros par mois et par élu, sachant que le prix du ballon de rouge varie grosso modo entre 5 et 8 euros. Bon, d'ailleurs, l'auteur du rapport le dit lui-même, hein, le sujet est avant tout symbolique, il s'agit d'exemplarité dans les dépenses publiques et puis aussi à l'égard des Français. Oui, car cette buvette et celle du Sénat, ce sont les seuls lieux en France où on peut acheter et boire de l'alcool pendant et en dehors des repas, comprenez, sur son temps de travail. Et ça, normalement, c'est interdit par la loi. Comment vous faites ? Et il y a des abus ? Non. Enfin, en 2023, ça avait légèrement dérapé pendant les débats autour de la réforme des retraites qui avait duré jusque tard dans la nuit. Les réserves de Jet 27, vous savez, c'est cet alcool à la menthe qui se boit très bien en shot. Les réserves de Jet 27 avaient été vidées. Un député aurait même été vu en train de vomir dans une poubelle. Ça avait fait un peu polémique. Oh oui, bon. Mais depuis, plus de dérapage. En tout cas, cette éventuelle interdiction, ce sera au bureau de l'Assemblée de trancher. Elle fait réagir. Certains députés sont pas contents, comme l'élu RN Frédéric Falcon. Il écrit sur X « Nous continuerons à défendre notre viticulture, assez de ces mesures d'inspiration islamiste. Je laisse chacun juger de l'argumentation, de quoi alimenter nos discussions de comptoir. » Bien sûr, et là c'est l'heure de la tisane, bien évidemment, puisqu'il est 20h, bientôt 45. Merci mes amis. Demain à 20h05, le club avec Renaud Dely. Lundi 20h05, nous nous retrouvons. Bis Montag, Liebchen. Tchuss. Allez hop, une sauge.